Les côtes anglaises de la Manche semblent encore nimbées de terreur, hantées par les histoires des épaves qui tapissent ces fonds depuis 1940. À cette époque, les officiers nazis se disputent un pathétique record, celui du tonnage ennemi envoyé par le front. Un jeu morbide au cours duquel le Meknès, un paquebot de commerce français, s'est retrouvé pris au piège. Le 24 juillet 1940, le Meknès reçoit une torpille allemande et coule en moins de 10 minutes. Plus de 400 marins français sont tués, sans aucune raison apparente. C'est une des affaires les plus mystérieuses de l'année 1940 et on peut vraiment s'indigner du fait que la France ait perdu là plusieurs centaines de ses citoyens et n'ait jamais rien fait pour essayer de savoir la cause de cette catastrophe. Pourquoi avoir coulé un bateau français en juillet 1940, donc plus d'un mois après l'armistice, alors que jamais il aurait dû être coulé dans cette zone-là? Pendant 70 ans, on a caché, on a gardé ça en nous, et d'un seul coup, en l'espace de quelques instants, tout va ressortir. Alors que la guerre est officiellement terminée avec l'Allemagne, l'affaire du torpillage d'un paquebot français par les nazis rate son entrée dans la mémoire collective. Quand Emmanuel Feige, professeur d'histoire et plongeur passionné, découvre un petit article dans son journal régional annonçant l'anniversaire du naufrage, il y voit tout de suite les traces d'une affaire classée. On n'avait jamais entendu parler. Enfin, moi, j'ai eu beau faire des études d'histoire à Paris. C'est quelque chose qui là me disait, mais comment est-ce qu'on a pu passer sous silence ce naufrage, ce drame de la mer? Comment est-ce que dans les histoires de la marine française de cette période, c'est même pas fait quelques lignes ou quelques mots? Très rapidement, j'étais en contact avec des familles dont les parents étaient décédés dans le naufrage. Et là, j'ai senti toute l'attente qu'il y avait derrière, en quelque sorte, la reconnaissance, la mise au jour de cette histoire et de leur apporter du palpable pour pouvoir faire le deuil quelque part. Roland de Laval n'a jamais connu son père. Il a tout juste 9 mois lorsque la torpille allemande transperce la coque du Meknès. À bord, Louis de Laval, le père de Roland, est mécanicien. Et quand il embarque à Southampton le 24 juillet, Louis n'a qu'une hâte, rencontrer son fils qu'il n'a pas vu naître. Ici, une lettre du 11 février 41, c'est la lettre de notification du décès de mon père. Je vous la lis, c'est intéressant. Au cas où vous ne l'auriez déjà fait, je vous serais obligé de vouloir bien en prévenir, avec ménagement, Madame de Laval. Mais alors, écoutez bien, aucun renseignement plus précis ne peut être fourni. C'est là que je me suis dit, c'est pas possible qu'on met aucun renseignement plus précis ne peut être fourni. Ça a été le début de ma recherche, que j'ai voulu en savoir plus et qu'est-ce qui s'était passé. Pour avoir quelques clés, il faut suivre une autre piste et aller à Londres. Selon le célèbre historien Eric Grove, c'est ici que le destin du Meknès commence à se tisser au moment de l'armistice, le 22 juillet 1940. La plupart des Anglais étaient choqués en apprenant la nouvelle de la défaite de la France, tout comme Winston Churchill. Il vivait une histoire d'amour avec la France et son armée. Au début de la guerre, il avait même dit « Dieu est avec l'armée française ». Donc personne n'était plus choqué que lui en voyant l'effondrement de cette armée. Et on a l'impression que pendant que les Français se plient vers une armistice et refusent l'union proposée avec l'Angleterre, Churchill commence à se comporter comme un amant rejeté. What horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe
Le problème majeur pour les Anglais était le sort de la flotte française. Churchill et son entourage étaient hantés par la possibilité même de voir ces bateaux tomber entre les mains d'Hitler et servir pour une invasion. Pour les Allemands, la seule possibilité d'attaquer l'Angleterre aurait été d'avoir des bateaux militaires puissants et dominer la mer du Nord et la Manche. Mais les Allemands ne disposaient pas d'une telle flotte. Ils avaient besoin de celle de la France. Donc cette idée d'une flotte française qui tombe entre les mains d'Allemands devient bien ancrée dans l'esprit de Churchill, qui prend des mesures désespérées. Après avoir bombardé la flotte française à Mers el-Kébir, les Anglais s'arrangent pour prendre possession de tout navire battant le pavillon tricolore. Aux marins, ils proposent soit de rentrer dans les forces françaises libres, sous la houlette d'un certain général de Gaulle, soit de rentrer en France, démobilisés. Pour la plupart, ils préfèrent retrouver leur famille, et c'est le Meknès qui est choisi pour les rapatrier. C'est justement en Angleterre que Roland de Laval a rejoint Emmanuel Feige, l'historien plongeur, passionné lui aussi par cette histoire. On touche à cette période de mise en place de l'armistice, de défaite française, mi-avouée de flou à plein de niveaux, et peu glorieuse, il faut le dire, hein, de notre histoire, et qu'on a eu beaucoup de mal à digérer. Aujourd'hui, 70 ans après, les autorités ont peut-être un nouveau malaise en disant « bah oui, on a oublié de commémorer ça ». Donc plutôt que d'avouer une faute, en quelque sorte, vous dites, bah, on continue à enterrer l'affaire. On n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Ensemble, ils vont participer à une expédition inédite dans le sillage du Meknès. Pour Roland, découvrir l'épave et le lieu du drame, c'est déjà, d'une certaine façon, commencer à faire son deuil. Retrouver l'épave du Meknès ne devrait pas être très difficile. La position du navire fait peu de mystère. Une équipe de la marine britannique et le Drasme sont venus prêter main forte. D'après les rumeurs, l'épave aurait servi comme un abri pour les sous-marins, puis aurait été minée et détruite pendant la guerre froide. À l'aide d'un sonar, l'équipe va pouvoir réviser cette hypothèse. C'est massivement effondré. Il y a peu de choses qui resteraient intactes et qui ressembleraient à un bateau. Mais on peut identifier certains éléments de la structure. Je ne crois pas qu'il ait été miné, car les morceaux ne sont pas éparpillés sur le fond autour de l'épave. C'est comme s'il s'était effondré sur lui-même. Les plongeurs se préparent et Roland attend, fébrile, des éléments concrets qui pourraient expliquer la mort de son père. Pour nous, c'est important quand on va faire la plongée, de rentrer à la fois dans l'épave, mais également de se souvenir que sur presque 1200 personnes à bord, plus de 400 marins sont restés là, dont notamment le père de Roland, ici. Donc on part sur une plongée 120-150 minutes. On est à 40 000 des côtes anglaises, un peu plus de 30 000 des côtes françaises. On a un peu plus de 60 mètres d'eau sous nous, et puis juste au-dessus de l'épave du Meknès. Ça s'est passé à 11 h du soir, la nuit. Je me rends compte aujourd'hui que c'était tragique. Quand je pense à tous ces marins qui ne savaient pas nager et qui se sont retrouvés au milieu de tous ces débris, dans les cris comme ça, et je comprends dans les récits des survivants, quand ils disent que c'est une nuit, la nuit la pire qu'ils ont pu vivre et qu'ils ne veulent plus en parler aujourd'hui, je le comprends maintenant. C'est beaucoup d'émotions quand même, hein. J'ai du mal à pouvoir exprimer ce que je ressens, c'est surtout ça.
Que s'est-il réellement passé pendant cette tragique nuit du 24 juillet 1940? À 16h30, le Meknès quitte Southampton à destination de Marseille. À bord, 1300 Français. L'armistice, signé un mois auparavant, est une aubaine pour tous ces marins qui souhaitent avant tout retrouver leur famille. C'est en tout cas ce qu'indique un témoignage, retrouvé dans le carnet d'un survivant. À bord, tous les hommes sont soulagés. Pour nous, la guerre est finie. Après le dîner, nous nous retrouvons quelques-uns sur le pont pour profiter de l'air du soir. La Manche est pourtant une voie de navigation très dangereuse. Mais depuis la signature de l'armistice, pour un navire de commerce français, il n'y a rien à craindre des navires de guerre allemands. Le Meknès a d'ailleurs pris soin d'afficher sa neutralité. Il navigue, tout feu allumé. Mais vers 22h30, des balles de mitrailleuses viennent s'écraser contre la coque et des hublots volent en éclats. Le Meknès est la cible d'une vedette rapide. Les hommes n'en croient pas leurs yeux. Machinalement, ils enfilent leur brassière de sauvetage. Quelques minutes plus tard, le torpilleur allemand fait feu et atteint le paquebot par bâbord. Le Meknès est touché à mort. Au choc de l'explosion, tout est brisé dans ma cabine. Armoire, lavabo, couchette sont sans dessus-dessous. La porte est arrachée et reste en travers. Je l'arrache et réussis à passer. La fumée provenant de l'explosion de la torpille me prenant à la gorge, je dois abandonner le cœur bien gros le Meknès pour tenter de sauver ma propre vie. Une vedette rapide est une plateforme d'armes très offensive. C'est plutôt vulnérable, car de petite taille, et léger dans sa construction. Sa technique, c'est de frapper et de s'écarter. Malgré les tirs de sommation, le raisonnement du capitaine a été « une cible hostile, je tire, je m'écarte et je m'interroge après ». Cette opération de patrouille fait toujours écho 70 ans plus tard dans les centaines de familles affectées. Dans cette boîte, j'ai trouvé en tout premier le carnet de notes. Et puis quelque chose de plus touchant, qui était ce qu'il a gardé de son naufrage pendant 9 heures dans l'eau et qui a été sauvé du torpillage du Meknès. Le navire coule en à peine 8 minutes. Les 900 rescapés sont récupérés par des destroyers anglais alertés par un SOS lancé par le Meknès. Parmi les 400 victimes, Louis de Laval, le père de Roland, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Sur les images tournées pendant la plongée, Roland découvre enfin la carcasse du bateau dans lequel son père a perdu la vie. Tu vois le sabord là en bas? Oui. Un hublot carré, enfin le tour du sabord. C'est comme des objets où on peut imaginer les gens derrière. Donc là c'est le haut de la machine. Oui. La dégradation naturelle et les sédiments accumulés rendent très délicate l'observation du navire. La Manche est déjà un immense cimetière, mais pour Roland de Laval, le temps n'a rien effacé et les questions demeurent. S'il s'avère que le torpilleur allemand a sciemment ouvert le feu sur un navire civil français, il s'agit alors purement et simplement d'un crime de guerre. Le Meknès était-il une cible désignée? Ou se trouvait-il simplement au mauvais endroit, au mauvais moment? Pour tenter d'élucider ce drame, nous avons rencontré Hans Frank, un historien spécialiste de la marine nazie. Il possède une copie du journal de bord du torpilleur. Le site du naufrage du Meknès se situe au milieu des voies maritimes empruntées par les Anglais. Le but des vedettes rapides allemandes qui circulaient dans cette zone
était justement de couper les lignes de ravitaillement en coulant tout navire suspect. Selon le rapport du capitaine de la vedette torpillère, je cite, « Le bateau était à 400 mètres et ne portait aucun signe d'identité ou pavillon. » La vedette a ouvert le feu à la mitrailleuse. Et après, faute de réponse quelconque de la part du McNess, l'équipage allemand a pris plus de distance pour procéder au torpillage. Pour l'historien Emmanuel Feige, cette version ne peut être la bonne. Depuis l'armistice, les deux pays ne sont plus en guerre et à bord des navires français, les commandants connaissent l'ardeur de la marine allemande. Le McNess, lorsqu'il quitte l'Angleterre, son souci principal, c'est effectivement les bateaux allemands et de se signaler en tant que navire neutre et navire français. Alors effectivement, c'est le fait que ces pavillons français étaient peints sur la coque, qu'ils soient illuminés, on peut se poser la question, est-ce que c'était vrai ou pas? Les témoignages sont multiples sur ce pavillon peint sur la coque, aussi bien des Français qui étaient présents à bord, et les Anglais, dans les rapports officiels, aussi le mettent, que le pavillon avait été peint sur la coque. Sur la foi de ces documents officiels, il ne fait aucun doute que le McNess était facilement identifiable. Les couleurs étaient visibles, même à 400 mètres, même en pleine nuit, comme le montre cette simulation. Reste à savoir si le commandant du McNess a réellement tout fait pour montrer sa bonne volonté suite au tir de sommation. C'est ce que l'historien François Delplat cherche à vérifier dans un document consigné aux archives de la Défense, le journal de bord du McNess. Nous stoppons aussitôt. Croyant avoir affaire à un patrouilleur, nous indiquons notre manœuvre par 2 coups de sifflet prolongés. En même temps, nous essayons de nous faire reconnaître par des signaux morses. Aucun aperçu ne nous est fait, sinon une nouvelle rafale de mitrailleuses. Enfin, vers 23h05, nous recevons une torpille par bâbord. Ce texte montre très clairement qu'il y a une rencontre entre ce paquebot qui n'a rien d'un navire de guerre, qui n'est absolument pas apte à faire du mal à un navire de guerre allemand. Ce capitaine a eu au minimum 10 minutes pour jauger son objectif, savoir parfaitement à quoi s'en tenir sur lui, et donc à ce moment-là, le fait d'envoyer cette torpille, c'est ce qu'on appelle un crime de guerre, un acte criminel. Donc, absolument pas un acte de combat. Dernier élément de défense avancé par les Allemands, le McNess n'aurait pas officiellement prévenu l'Allemagne de son départ de Southampton. Un argument qu'il est cette fois bien difficile de démentir. Dans cette circulaire, il est clairement indiqué que le McNess courait un risque à naviguer ce jour-là. À partir du 24 juillet 1940, tous les navires de commerce battant pavillon français sont considérés comme des ennemis. Or, ce document, transmis le 22 juillet 1940 par la commission d'armistice, n'est signé par l'amirauté française que le 24, le jour du départ du McNess. Cette circulaire n'a simplement pas été transmise à temps. Aujourd'hui, les familles des disparus et des rescapés ne veulent pas admettre que l'on classe sans suite le drame du McNess. Elles ont même porté l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes. Pour les victimes, la reconnaissance par des historiens n'est pas forcément suffisante parce que ça reste une forme de reconnaissance privée, on pourrait dire, et que je pense que certaines des victimes, en tout cas, ont besoin qu'à un moment une autorité officielle, comme peut l'être un tribunal, viennent dire « vous avez raison, on reconnaît, et moi tribunal, moi autorité officielle, au nom de l'État et au nom du peuple français, je reconnais que vous avez subi ce préjudice ».
On a considéré que le fait d'immobiliser ce bateau et de commencer à lui tirer dessus consistait en une forme d'arrestation des personnes qui étaient à bord, et qu'une fois que ces personnes étaient arrêtées, même si les Allemands avaient des doutes sur le fait de savoir s'il y avait des armes à bord ou un risque qui était présenté par ce bateau, rien ne les empêchait de la raisonner, d'en vérifier le contenu, et que donc le fait, après avoir stoppé ce bateau et que ce bateau soit identifié, que les Allemands aient pu constater qu'il ne représentait pas une menace immédiate, le fait de tirer quand même une torpille dessus n'était pas nécessaire dans le cadre de la guerre, mais constituait bien une exécution. Justice a donc été rendue. Pour la première fois, un tribunal français reconnaît que le torpillage du Meknès constitue bel et bien un crime de guerre. Les disparus du Meknès sont officiellement victimes d'un acte de barbarie. Le seul mot qui me hantait, c'était disparu. Disparu, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Disparu, on ne sait pas ce qui... voilà, c'était tout. Donc à partir de là, c'est à peine si on me disait, non, ne pose pas de questions. C'est comme ça, un point, c'est tout. Cocaine, J.F., Marie, Coquilou, Robert, Cola, André, Cola, 70 ans jour pour jour après l'exécution du Meknès, Roland de Laval a pu rendre hommage aux disparus de cette nuit tragique de juillet 1940. 24 juillet, à 16h30, le Meknès décolle du quai. L'incident Meknès est un exemple flagrant de ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Ce n'est pas un complot, mais une grosse boulette. Des messages qui n'ont pas atteint leur cible, l'effondrement des voies de communication entre les parties concernées, et dans ces circonstances, un capitaine de vedette rapide, certainement très agressif, marque une attaque dont les conséquences seront beaucoup plus importantes qu'il ne l'aurait pensé. Ce sont des choses qui arrivent pendant une guerre. Une guerre est une affaire profondément incertaine. L'histoire du Meknès est désormais sauvée de l'oubli. Chacun peut désormais à sa manière honorer la mémoire de ces 420 marins morts pour la France. Chacun peut se souvenir que sur ce bateau, ce n'étaient plus des soldats qui rentraient, mais des civils. Des fils, des frères, des oncles, des pères. Parmi eux, Louis de Laval, le matelot mécanicien qui n'avait qu'une idée en tête, rentrer chez lui et connaître enfin son fils.
général et toute votre équipe, bonjour. Et bonjour à vous tous ici présents. Aujourd'hui, je suis très heureux, au nom de l'ingénieur général René Stéphan, président de l'association Marin, de vous recevoir avec des membres de notre équipe de bénévoles, ici au Mémorial national des marins morts pour la France. Nous sommes toujours très honorés de proposer ou de répondre aux demandes de temps de recueillement dans ces lieux chargés de souvenirs, d'émotions, de mémoire. Ces moments de partage nous permettent une connaissance réciproque, nous permettent de rayonner au-delà de la pointe Saint-Mathieu, de rayonner les valeurs et les actions de l'association Marin. Je suis persuadé que vous saurez porter ces valeurs auprès des vôtres, des camarades de votre association, de vos amis au sein de vos régions. Je confie la suite de cette cérémonie à Michel Desplier, responsable au sein de l'association Marin, du pôle Le Marin et responsable du pôle au Marin et des relations avec les familles. Nous allons procéder au dépôt de gerbe par les membres de l'association Les Oubliés du Meknès. J'appelle Madame Tégea de Sauvé. Je vous demande d'observer une minute de silence.
Il règne entre ces murs une atmosphère étrange, d'ombre et de lueur aux portraits suspendus, mémoire des marins, de celles qui s'échangent, la mer parle si fort de ces âmes perdues. Au bout de leur chemin, ils ont trouvé asile, dans le silence lourd d'un cénotaphe austère. Leurs visages figés resteront immobiles face au galop furieux d'Iroise en Finistère. Pêle-mêle, accrochés au granit de Bretagne, photographie d'hier que nous voyons pâlir, qu'un élan protecteur en ces lieux vous épargne de la vigueur de l'air que l'on entend frémir. Que n'avions-nous plutôt saisi votre souffrance, marins qui reposez sans stèle ni tombeau, vous naviguiez confiants, serviteurs de la France, sur la vague ondulant quand survint le bourreau. De la femme qui pleure à l'enfant qui regarde, en leur destin croisé, les souvenirs affluent, oubliés dès demain si l'on n'y prend pas garde. Ultime testament de ceux qui ne sont plus. De Annick Girardon. Yann, après ce classique et court volet protocolaire que nous venons de vivre sur l'esplanade du souvenir, vous allez participer à un volet culturel préparé et organisé par les bénévoles de l'association Marin qui sont autour de vous, derrière vous. Ce volet culturel s'écarte délibérément de tout aspect au rite funéraire et s'affranchit de toute norme protocolaire. René Richard, président délégué de l'association Marin, va prendre la parole maintenant. L'association Marin, reconnue d'utilité publique, contribue à une mission nationale, celle d'exprimer la reconnaissance par le mémorial, la reconnaissance du pays à tous les marins d'État, de commerce, de pêche, morts pour la France. Vous venez de franchir l'ancien pont-levis du Petit Fortin où nous sommes, appelé Batterie de Saint-Mathieu, qui fut construit en 1852 pour assurer la surveillance et la protection du littoral contre les attaques menées nuitamment par voie de mer, fortin aménagé pour un officier et 30 hommes, pouvant recevoir 4400 kg de poudre. Ce fortin abrite ce cénotaphe, le tombeau sans corps, où les marins morts pour la France sont honorés par une photographie. Vous pourrez découvrir ces photographies en fin de cérémonie. Vous trouverez ici 1700 photographies, dont celle des 52 marins disparus lors du naufrage du paquebot Meknès le 24 juillet 1940. En ce lieu propice aujourd'hui, nous allons exprimer notre reconnaissance à tous vos amis, morts pour la France, et plus particulièrement à vos parents.
De là où ils sont, ils nous observent cet après-midi. Ils doivent être sensibles à l'hommage que vous, adhérents de l'association des ouvriers du Meknes, leur rendez en venant au mémorial vous souvenir et vous recueillir. On peut donc imaginer, symboliquement bien sûr, que ce sont en fait nos marins, vos marins disparus, ceux de la marine d'État, de la marine de commerce, de la marine de pêche, qui nous accueillent aujourd'hui dans ce lieu qui nous est et qui leur est dédié. Et comme tous les amis qui se rencontrent, il y a un échange de présents. Nos marins nous offrent des galets, symbole du fond de la mer, et nous venons avec des fleurs des champs, symbole de notre vie quotidienne. Nous allons maintenant procéder au ravivage de la flamme de la nation. Vous connaissez la force de ce symbole. Cette flamme, allumée à l'Arc de Triomphe à Paris, est conservée symboliquement depuis 2008, ici, au Mémorial national des marins morts pour la France. Ravivage de la flamme par le président de l'association, par le secrétaire, je crois, de l'association, par du Meknes, bien sûr, et par Michel Desprier de l'association aux marins. Cette flamme que nous venons de rallumer, cette petite étincelle de lumière a été portée depuis la tombe du soldat inconnu. Place de l'Étoile, tous les jours, à 18h30, cette flamme est ravivée à l'Arc de Triomphe par des personnalités, par des associations, par notre association aussi. Rappelons-nous que cette flamme de la nation ne s'est jamais éteinte depuis 1923, même dans les pires heures de l'histoire de notre pays. Cet après-midi, ce geste symbolique du ravivage de la flamme nous relie à l'humanité tout entière.
Marin, vous avez combattu. Marins, vous avez combattu si loin de vos rivages, en laissant derrière vous la terre de nos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va devant, naviguer au long bout. Si fleurit ce pays du haut lieu des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux, ici gisent nos marins. Pour leur prêter hommage, que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous, gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants, ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui, face à l'ennemi, s'érigèrent en brisants. Marins, vous avez combattu si loin de vos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va loin devant, naviguer au long bout. Vous êtes dans nos cœurs gravés comme sillage tracé sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que ces raies soient des mots dans mes roses cuillères, des mots d'une valeur frappée ce grand pavois pour habiller vos noms des brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Au sommet de la stèle, sur l'esplanade du souvenir, vous avez remarqué cette tête de femme éplorée qui symbolise la douleur des familles. Toutes les familles des disparus du naufrage portent en elles cette douleur ineffaçable. La douleur des familles, par Raymond Ruffin, bénévole de l'association Marin et veuve d'un capitaine de la marine marchande péri en mer lors du naufrage du cargo Maori. Et par Nicolas Géa, bénévole de l'association Marin, veuve d'un officier marinier de l'aéronautique navale, mort en 1954 à Dieppe. Raymond. Nos marins ont disparu souvent loin, très loin de leur terre natale. C'étaient des enfants, des époux, des pères, des hommes jeunes, voire très jeunes encore. Leur avenir était plein de promesses, mais la guerre a eu raison de leur vie. Comment ne pas évoquer les familles de nos marins disparus? Leur douleur et leur souffrance sont des sentiments d'autant plus forts que le corps de l'être aimé a péri dans les flots et n'a pas été retrouvé. Le visage de cette femme qui surplombe la stèle sur l'esplanade symbolise la douleur des familles et nous incite à vouer de la compassion et du respect pour toutes ces mamans, tous ces papas, toutes ces épouses, tous ces orphelins, ces frères et sœurs qui font face à un destin cruel avec une dignité exemplaire qui force l'admiration. Nous n'oublions pas les moments difficiles des familles, le temps du chagrin, de l'absence, du désespoir, des questions sans réponse. Nous savons à les écouter et à les entendre que les expressions consacrées n'ont pas de sens pour elles. On leur dit que le temps fait son œuvre, que le temps du chagrin s'estompe, que la vie reprend son cours. Et elles nous disent que la douleur ne s'efface jamais, qu'elle est là, enfouie au fond de leur cœur, et qu'elle réapparaît à tout moment. Et cette question lancinante qui se pose à nous tous, a-t-on su les accompagner, les soutenir, tant moralement que matériellement, dans leur solitude, dans leurs difficultés? Nous souhaitons éclairer le chemin des familles
de marins disparus. Et nous leur disons, à l'instar de Paul Éluard, que la nuit n'est jamais complète, qu'il y aura toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée chez tous leurs amis, qu'il y aura toujours pour les aider, pour les soutenir, un cœur généreux, une main ouverte, des yeux attentifs. À son modeste niveau, l'association Marin, qui gère le développement et le rayonnement de ce mémorial, continuera d'exercer à l'égard des familles cette mission de service public qui est celle d'exprimer la reconnaissance de la nation aux marins disparus. Et cette démarche humaniste qui se veut le témoignage concret de la solidarité des gens de mer. Puisse demain la peine des familles apaisée par la légitime fierté d'être les parents de héros à qui nous devons d'être présents aujourd'hui en toute liberté sur cette pointe Saint-Mathieu qui a vu passer tant de bateaux de guerre, de bateaux de commerce et de pêche avec leurs marins. Chères familles, vous êtes ici chez vous dans ce mémorial face à l'océan. L'association Marin vous accueillera dans cet esprit de pèlerinage qui guide les familles de marins disparus vers la pointe Saint-Mathieu depuis des siècles pour se souvenir. Les guerres, prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que nous devons élever les défenses de la paix. Aujourd'hui, avec nos actions de mémoire, nous cultivons, comme le recommande l'UNESCO, l'art de vivre en paix, notamment avec ceux qui hier étaient nos ennemis, qui sont aujourd'hui devenus nos amis, dans le cadre d'une Europe génératrice de paix. Nous ne voulons plus connaître ces guerres où tant de nos concitoyens se sont battus afin que nous puissions bénéficier des bienfaits de la démocratie, de la liberté. Oui, nous devons tous cultiver l'art de la paix pour profiter d'une vie de prospérité, d'une vie exempte de toute guerre, de persécution, de terrorisme. Formons le vœu que l'amitié, la fraternité, la solidarité entre tous les citoyens du monde soient les plus larges possibles. Le Meknès, ancien paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, construit par les chantiers de Normandie du Grand Quevilly, long de 130 mètres, est mis en service en 1914 sous le nom de Puerto Rico et sera renommé Meknès. Suite aux événements de la Seconde Guerre mondiale, il est transformé en 1940 en transport de troupes. Après la débâcle, l'armistice signé par le gouvernement de Vichy avec les autorités allemandes prévoit notamment les conditions de rapatriement des marins français présents sur le sol britannique. Des paquebots sont réquisitionnés pour les ramener en zone non occupée. C'est le cas du Meknès. Le 24 juillet 1940, le Meknès quitte Southampton pour Toulon avec à son bord 1200 officiers et marins français. Vers 23 heures, alors qu'il est au large de Portland, sud de l'Angleterre, le Meknès est la cible de tirs de mitrailleuses qui, quelques minutes plus tard, est touché par une torpille lancée par une vedette allemande. Il sombre très vite, à environ 20 nautiques dans le sud de la pointe de Portland Hill. Ce naufrage fera 420 victimes, dont 396 passagers. Nous allons lire la liste des noms des marins du Meknès dont la photo complète l'album de photos du cénotaphe. Émile Abgral, 41 ans. Adrix Joseph, 28 ans.
Raymond Babilaer, 34 ans. Gustave Barazer, 29 ans. Charles Bidet, 31 ans. Boubenec, François Boubenec, 27 ans. Eugène Broutin, 30 ans. Maurice Chauvin, 31 ans. Jean Cognac, 45 ans. Paul Comby, 45 ans. Pierre Conan, 30 ans. Louis de Laval, 30 ans. Pierre Demoy, 31 ans. Souvenons-nous. Raoul Désert, 34 ans. Erasme Diputry, 35 ans. Jules Doucet, 33 ans. Ernest Douville, 31 ans. Alexandre Perchaud, 50 ans. Eugène Gaillon, 29 ans. Galis, Fernand Galis, 31 ans. Pierre Germe, 41 ans. Pierre Guérin, 36 ans. Louis Herbet, 33 ans. Jean-Claude Héroux, 40 ans. Lebellec Yves, 34 ans. Pierre Lebert, 30 ans. Souvenons-nous. Joseph Lecoz, 34 ans. Joseph Le Tual, 47 ans. Jean-Pierre Ledet, 34 ans. Georges Ledin, 28 ans. Henri Lemasson, 31 ans. Thomas Longemar, 28 ans. Francis Lunaire, 29 ans. Lucien Marchand, 33 ans. André Ménard, 29 ans. Roger Moriondo, 31 ans. Albert Mu, 31 ans. Célestin Platari, 30 ans. Roger Pigéa, 32 ans. Souvenons-nous. Charles Poinsignon, 38 ans. Yves Péjean, 33 ans. Albert Pierru, 30 ans. Auguste Rioux, 43 ans. André Roudot, 40 ans. Émile Soquet, 35 ans. Louis Segaud, 25 ans. Louis Sénéchal, 34 ans. Léon Tanguy, 25 ans. Marc Tribault, 33 ans. Hector Van Groenen-Giegen, 30 ans. Édouard Véronnet, 32 ans. Alfred Isard, 32 ans. Souvenons-nous. Souvenons-nous aussi pour tous ceux qui n'ont pas été cités, qui un jour peut-être auront leur retour en sous ces deux tables. J'invite M. Delaval et M. Raynaud à nous rejoindre pour le dévoilement du panneau Meknès que nous avons confectionné à l'occasion de votre visite. Voyez. Ce panneau contient évidemment les 50 noms de marins honorés ici au Cénotape, au Mémorial national des marins morts pour la France. Il rappelle le bateau lui-même, le lieu du naufrage et le lieu de mémoire à Berneval, l'endroit du naufrage, et sur la pale qui est au milieu, la marque qui est portée aujourd'hui sur cette épave. Nous inviterons en fin de cérémonie à la regarder. Marins, vous avez combattu si loin de vos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De la marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. Il était plus que temps de rêver l'histoire.
tous ces combattants qui nous protègent encore, d'où vient heureusement cette bonne mémoire, qui est pour nos petits un immense trésor. Je voudrais que leurs noms s'inscrivent sur les pierres qui jalonnent sentiers, rivières et courants. Faisons que nos falaises deviennent sanctuaires et qu'au stèle on écrive « Contemple ici, passant ». Vous avez combattu si loin de vos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours, de l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au long cours. Nous donnons la parole à l'association McNess, M. Mario, secrétaire général de cette association. Peut-être que vous avez oublié quelques mots pour nous, pour la santé de Mesdames, Messieurs, merci à tous d'abord de votre présence. Merci à toute l'équipe de l'association Aux Marins de faire entrer aujourd'hui dans ce lieu plein de mémoire, mais aussi d'honneur pour tous ces marins, de faire entrer 51 marins de Meknès. Nous espérons que les autres photos viendront au fil des décennies compléter ce cénotaphe. Nous n'en avons pas 420, nous en avons aujourd'hui 117 sur les 420 morts, ce qui est assez important. Et je pense que les familles sont aussi très heureuses d'être reçues ici, même si nous ne sommes pas très nombreux, et nous le regrettons, mais nos familles sont âgées aujourd'hui, ont du mal à se déplacer ou habitent loin. Mais je pense que venir dans ce lieu sera pour eux peut-être à un autre moment, un lieu de recueillement, un peu comme la stèle que vous avez honorée ici, et pour ça nous vous remercions. D'autres personnes voudraient s'exprimer? Madame Angelès, c'est la petite fille d'Alexandre Perchon. Alors, je remercie également l'association Aux Marins pour cet hommage qui est collectif, pour les disparus du Meknès. Je les remercie de faire entrer nos disparus dans ce monument qui est très spécifique. Je remercie également l'association Les Oubliés du Meknès, sans laquelle nous ne serions pas là. Je remercie particulièrement David Raillot et Roland de Laval qui ont fait surgir cette mémoire et nos familles. Je les remercie enfin pour le livre qu'ils ont écrit d'après des recherches dans les archives nationales, avec les archives des familles, et qui constitue un premier acte d'historiographie de cet événement. J'en profite pour dire que j'aimerais beaucoup que l'association Aux Marins et l'association Meknès aient les moyens, avec leur audience nationale, ministérielle, de dire haut et fort, plus que jamais, que le torpillage du Meknès a été un torpillage, que ça n'a pas été un accident, qu'il n'y avait que des marins réquisitionnés ou des marins des équipages français qui devaient être rapatriés en France. Il n'y avait pas de pêcheurs, par exemple. Ce n'est pas un naufrage. Je suis particulièrement attristée et quelque peu indignée que des représentants de l'État puissent éventuellement envisager que ce ne soit qu'un naufrage dû à un accident. Le torpillage du Meknès n'est pas un naufrage, ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas une rencontre accidentelle avec un autre navire,
c'est une torpille d'un sous-marin nazi commandé par un Allemand nazi qui a torpillé le Meknès alors même qu'il était éclairé avec les couleurs de la France sur sa coque et que nous étions en plein armistice, c'est-à-dire pas en temps de guerre. Donc ce sous-marin nazi a torpillé volontairement et non pas accidentellement le Meknès, et c'est toute la différence. Et c'est ça qui m'attriste et m'indigne particulièrement, que l'on puisse envisager éventuellement qu'il y ait un déni de l'histoire. Je terminerai donc, parce que ça c'est important, je crois qu'il faut faire savoir encore plus que le tribunal de Rennes, la cour d'appel, a reconnu que le torpillage du Meknès était un acte de barbarie et que c'était une exécution, ce qui donc n'a rien à voir avec un naufrage. Merci. Bien, merci Madame. L'association Marin qui honore les marins morts pour la France est d'abord une association à objectif culturel et à rendre hommage avec les familles, auprès des familles, au souvenir de ces marins disparus, quelles qu'en soient les circonstances. Notre président d'honneur, Pierre Léostic, qui a quitté ses fonctions en mai, et remplacé par l'ingénieur général René Stéphan, nous a laissé un message. Ce message va être lu par René Richard, président délégué. Chère famille, me dit Pierre Léostic, chère famille, je me faisais un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, mais un deuil cruel chez notre délégué morbihanais me conduit cet après-midi à Lorient pour le soutenir. Donc, je suis très sensible à votre venue dans ce haut lieu de la mémoire nationale. Ce souvenir est un besoin profondément ancré en nous. C'est un ressort psychologique dont personne ne peut se passer. Ce souvenir, c'est une composante essentielle du bien-vivre, du bien-être de chacun d'entre nous. Cette rencontre au bout du monde entre nos deux associations, nous la devons d'une part à la présence dans nos rangs depuis 2005 d'adhérents liés au drame du paquebot Meknès, et d'autre part aux dirigeants de votre association qui œuvrent depuis quelques années sans relâche, avec une abnégation que je salue pour la mémoire des marins disparus. Vos marins sont morts pour la France, victimes d'un acte de barbarie. Les nazis, le 24 juillet 1940. Beaucoup d'entre eux avaient vécu dans les semaines précédentes ce drame, des moments extrêmement difficiles et même incompréhensibles. Comment comprendre, comment accepter qu'après la poussée allemande et les combats de Dunkerque, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés enfermés dans des camps de nos alliés anglais? Comment accepter la tragédie de Mercel-Kébir, les 3 et 6 juillet 1940 ou 1297 de leurs camarades marins périrent sous les coups de nos alliés anglais? On peut imaginer facilement que le moral de nos camarades marins du paquebot Meknès n'était pas au goût fixe en juillet 40 lorsque l'occasion de revenir en France s'est présentée. La guerre est source de drame, avec les pertes en vies humaines qu'elle entraîne et la douleur qu'elle génère chez les familles des disparus. Puisse le souvenir de nos camarades du paquebot Meknès, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, vous rappeler que la paix ne peut être maintenue sans vigilance, sans engagement, sans courage. La paix, vous le savez, n'est jamais définitivement acquise. Nos marins poursuivent leur mission traditionnelle, défense de notre pays, défense des intérêts vitaux et économiques, mission de service public, sécurité en mer, lutte contre la pollution, par exemple. Mais ils participent aussi aujourd'hui à des missions qui ne sont pas sans comporter des dangers lorsqu'ils luttent, ces marins, contre la barbarie
contre le fanatisme, l'intolérance, les génocides, les crimes contre l'humanité, contre la piraterie, contre les trafics en tout genre. Et je voudrais vous rappeler à ce sujet qu'aujourd'hui encore, des marins meurent pour la France, comme par exemple le fusilier marin commando Benjamin Bourdet, le 14 juillet 2011 en Afghanistan. Chant de l'hymne européen par Anne-Philippe et Anne-Louise, mère et fille, bénévoles de l'association Aux Marins. Hymne européen. Suite du message de l'amiral Pierre Léostic, président d'honneur de l'association Aux Marins. Et puisque nous évoquons les fronts de guerre, vous me permettrez de revenir sur ces tragédies nationales que nous vivons depuis plus de 2 ans et qui s'apparentent à des formes de guerre contre notre pays. Ces événements sont d'autant plus difficiles à supporter que le terrorisme n'en finit plus, hélas, de frapper lâchement nos concitoyens. Dans la population française, dans l'ensemble, cette population s'est unie pour faire face. Mais les réflexions suivantes se posent aujourd'hui pour chacun de nous, et je vous invite, dit Pierre Léostic, à y réfléchir. Faut-il des guerres et des tragédies douloureuses pour que nous prenions collectivement conscience de notre appartenance à une communauté de citoyens, à une même patrie? Faut-il des tragédies pour que la France soit unie dans toute sa diversité politique, culturelle, confessionnelle? Faut-il des tragédies pour que la France clame ses valeurs universelles de liberté, d'égalité, de fraternité? Faut-il des tragédies pour que la France se retrouve autour d'un esprit de défense et de résistance face à la barbarie, au fanatisme, à l'intolérance? Faut-il des tragédies pour que la France exprime avec force sa compassion et son soutien aux familles éplorées? Faut-il des tragédies pour que la France soit reconnaissante à ses forces armées, à ses forces de sécurité intérieure? Je pense bien sûr aux gendarmes, aux policiers, aux militaires de l'opération Sentinelle qui accomplissent un travail titanesque de protection de nos concitoyens. Faut-il des tragédies pour que la France chante partout son hymne national et fasse flotter son drapeau? Chers amis, dit Pierre Léostic, et vous dit Pierre Léostic ce soir, résistons, résistons encore, résistons encore, résistons toujours. Tous ensemble, tous unis, nous réussirons à conserver notre liberté, cette liberté si chèrement acquise, si âprement défendue par tous ceux à qui vous avez rendu hommage aujourd'hui et qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Les sacrifiés de la liberté
ne meurt jamais en vain. Avec toi, liberté. Chers amis, lorsque vous regarderez l'estran, la mer, observez bien ces oiseaux, car dans l'imaginaire celte, chaque oiseau porte sous ses ailes l'âme d'un disparu. Les âmes de tous ceux à qui nous rendons hommage survolent le mémorial sous l'aile des goélands. Nos disparus sont depuis trop longtemps dans le silence de là où ils sont. Ils ont besoin de nous entendre. Au lieu de la traditionnelle minute de silence, je vous invite à chanter avec nous l'âme des marins, ce chant de la mer que l'association aux marins a adopté comme hymne de recueillement. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous l'aile d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Dans la mer
temps de recueillement est pratiquement terminé. Il vous faut, je pense, une première avant de faire la troisième partie, qui est d'aller sur le chemin de mémoire à la pierre numéro 6, sur laquelle est porté le nom du paquebot Meknès, qu'il faut à 300-400 mètres d'ici. Je pense qu'il faut d'abord que vous puissiez visiter vos parents, dont la photo est apposée au cénotaphe, et peut-être prendre une photo avec le panneau que nous avons, que votre Orliac a fait, en votre honneur, pour l'hommage aux 52 marins dont la photo est au cénotaphe. Ce panneau est offert à l'association des oubliés du Meknès. Je pense que vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre une photo ensemble ici dans le cénotaphe et avoir quelques minutes pour visiter vos parents ici. Les photos sont repérées et de toute façon, Thaddée Orliac nous aidera à retrouver les nôtres, enfin les vôtres si on ne les a pas tout de suite. Hein. Voilà. Donc après ce recueil personnel, qui peut durer le temps que vous voudrez, mais si on peut essayer d'aller jusqu'au chemin de mémoire tant que la pluie échappe au ciel de Saint-Mathieu, je serai prêt à aller avec vous jusqu'à cette dernière aussi. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut, nous, la famille du Meknès, ou nous, on peut regarder ce panneau. Les Bretons aiment les... Et donc nous avons choisi de répondre aux questionnements des nombreux visiteurs. Nous regardons le visage, nous fixons les yeux de ces marins, au cénotaphe. Il n'y a pas de nom, mais où sont leurs bateaux? Et nous avons voulu répondre à cette question avec ces menhirs, avec ces pierres levées, avec des noms de bateaux dont Michel va parler à l'instant. Pierre levée à la mémoire des bateaux disparus, marins péris en mer, Penarbed, marins péris en mer, vous êtes nos héros. Penarbed, port des marins, port d'attache des marins disparus, terre du souvenir, terre des douleurs, lieu de mémoire des familles éprouvées. Ce chemin de mémoire dont vous avez le dessin ici, hein, vous êtes ici en ce moment, fera 4 km une fois terminé. Avec des pierres, vous en voyez d'ici au premier tournant là-bas déjà, 4, 5, 6 de disposés, avec la première qui est ici, que l'on va regarder tout de suite. La particularité, c'est que nous sommes ici sur le chemin de Compostelle, donc vous marchez 1958 km et vous arrivez à Saint-Jacques. C'est la première partie de notre chemin. Ensuite, nous traversons la lande bretonne, cultivée, avec un sentier, et nous arrivons au nouveau musée 3945 de Kérosnès, un blocos sur 6 niveaux réaménagé par une équipe particulièrement dynamique. Et ce musée a été ouvert pour la saison, au mois de mai. Et nous emprunterons à ce moment-là un morceau de voie romaine qui nous ramène directement vers le mémorial national, c'est-à-dire au pied du cénotaphe. Donc, chemin de Compostelle, lande bretonne et voilà, donc c'est voie romaine, donc c'est un itinéraire symbolique que nous avons tracé, choisi pour mettre ces pierres levées. Première pierre peut-être pour Michel. Première pierre. Alors avant de quitter la table d'orientation, vous voyez des représentations des bénévoles de l'association, et artistes, oui, même, tout à fait, qui présentent les différents types de navires au fil des âges, mais aussi les sous-marins, les bateaux, les bâtiments de guerre, en particulier de la Royale à Marseille. Les pêcheurs, etc. Bon, hein, tout à fait, on est en pays de roi, on est en pays de la Royale, même au départ. Donc, on continue à passer à la première pierre. Où sont-ils les marins, sombrés dans la nuit noire, aux flots que vous savez de lugubres histoires, flots profonds,
redouté des mers à genoux. Vous avez reconnu Victor Hugo, Océanonox, et sur chacune de ces pierres, vous trouvez quelques lignes de poésie. Nous cultivons et nous développons à l'association aux marins la culture maritime, à travers la poésie, la littérature maritime et le travail, bien sûr, à la mémoire des marins. Bon, cet après-midi, vous étiez tout à l'heure sur l'esplanade, dédiée à tous les marins disparus en mer, en temps de paix, en temps de guerre, en fin de compte, les deux cas. Vous êtes allé dans le cénotaphe, où on rend hommage aux marins morts pour la France, en relation avec les familles et au désir des familles. Ici, comme on l'a dit tout à l'heure, on rappelle les naufrages de navires de temps de paix et de guerre, et pour l'instant, les naufrages au siècle dernier. 15 noms de bateaux, ils sont inscrits, 8 bateaux de guerre, 4 bateaux de pêche, 3 bateaux de commerce et un autre aléatoire, par exemple de sauvetage. Les bateaux sont portés par leur nom et leur spécificité et la date du naufrage. Ils sont portés pas dans un ordre chronologique, pas dans un ordre alphabétique, dans un ordre tout à fait aléatoire, car devant cette difficulté et ces disparitions de marins qui sont engendrées par ces naufrages, il n'y a pas de rang, de grade, etc. Donc ont été choisis par mes camarades de l'association, que je ne dénoncerai pas, car c'est eux qui détiennent la règle et le choix. Mais il y en a de nombreux ici. Donc vous avez 15 noms. Tout à l'heure, on va se rendre à la pierre numéro 6 où est porté le nom du Meknès. Je vais vous parler de ceci. Ceci, c'était la première pierre du chemin de mémoire de Saint-Mathieu, du mémorial national, et constitue le troisième ensemble du mémorial. L'Estanade, du souvenir français, le cénotaphe, et maintenant ce chemin de mémoire. Les 15 noms, il y a un sous-marin civil coulé en 52, c'est un sous-marin qu'on venait que les Anglais venaient de nous prêter, il a coulé quelques mois plus tard, 70 morts à peu près. Le croiseur Plumobile, 1942, là on est dans le combat. Pour embaucher ta femme cette fois-ci? Elle fait le jardin. Ah, ça peut pas être partout. Ça pousse. Ah oui. On s'arrête à la 6e, vous savez. Parce que si on s'arrête à la première, c'est la 6e. Dans mes veines, ce n'est pas du sang qui coule, c'est l'eau amère des océans houleux. Jean Venturini.
Si fleurissent au pays des hauts lieux, des ouvrages, après-guerre baptisés pour des faits glorieux. Ici gisent nos marins pour leur prêter hommage. Que brille le cénotaphe à la pointe Saint-Mathieu. À vous gens de la mer, quelles que soient vos croyances, je voudrais vous écrire, chanter à vos enfants ce message d'amour à ces hommes d'espérance qui face à l'ennemi s'érigèrent en brisant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chenaux de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que serrés soient des mots dans mes roses bruyères, des mots d'une valeur frappés sur grand pavois, pour habiller vos noms, les brodés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours. Il était plus que temps de réveiller l'histoire de tous ces combattants qui nous protègent encore. D'où vient heureusement cette bonne mémoire qui est pour nos petits un immense trésor. Je voudrais que leur nom s'inscrive sur les pierres qui jalonnent sentiers, rivières et courants. Faisons que nos falaises deviennent sanctuaires et qu'au stèle on écrive contemple ici passant. Marins, vous avez combattu si loin de nos rivages, en laissant derrière vous la terre de vos amours. De l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va droit devant, naviguer au cours.